Bonjour, je suis Julien Bazus, maire de Saint-Paul-et-Dax et bienvenue sur Solidax. J'ai 40 ans, je suis un ingénieur de formation, Saint-Paulois, Capétoute. Du côté de ma mère, ça fait même plus de 3 siècles. On a essayé de creuser la généalogie comme ceci, qu'on est présent sur le territoire. Du côté de mon père, c'est un peu plus voyagé, à l'image de tous nos concitoyens, je le crois. Je suis un pur produit de ce territoire, où j'étais à l'école, au collège Jean Moulin, puis au lycée de Borda, puisqu'Aaron Tazieff n'existait pas à l'époque, avant de partir en maths sup, spé à Bordeaux, le concours en grandes écoles, et puis intégrer une école d'ingénieur. J'ai fait mes armes dans l'automobile, puis je suis devenu, peu de temps après, consultant pour l'industrie, ce qui m'a donné l'occasion de beaucoup voyager, en France et un peu partout sur la planète, et de voir tout type d'industrie, et d'être au contact là, des gens, aller fabriquer différents types de produits, les accompagner, voir différents types d'organisations, de culture également, c'est relativement important. La première fois que j'ai été élu, c'était en 2014, lors de l'élection municipale de Saint-Paul-et-Dax. J'étais sur la liste avec Jean Lavielle. Et donc, j'ai fait 6 ans d'opposition avant de travailler avec les collègues, avec nos concitoyens, dans le cadre d'un collectif. Ça, c'était vraiment formidable. Je reste ancré là-dedans, ce qui m'a valu quelques turbulences par le passé vis-à-vis de ces positions-là, qui sont d'autant plus d'actualité sur la valeur travail, sur le fossé social qui ne cesse de se creuser, de s'agrandir. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'inégalités en France, un fossé aussi grand depuis la Révolution française. Sur l'innovation, sur l'attachement à la coopération entre les peuples, entre les nations, cette idée de porter ces idéaux de paix, en fait, qui reviennent là aussi d'actualité au vu du contexte géostratégique éruptif dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un socialiste jaurésien, je me définirais comme ceci. J'ai l'occasion de lire beaucoup d'ouvrages sur Jean Jaurès. D'ailleurs, des gens m'en donnent au fur et à mesure, sachant ça, ce qui permet de s'enrichir et de voyager dans la pensée de Jean Jaurès. Mais absolument pas sectaire. Très ouvert pour échanger, discuter avec les gens d'où qu'ils viennent. Et c'est toujours bien d'aller confronter les idées, les projets. Je crois que c'est l'essence même de la démocratie. Et d'ailleurs, je crois que notre groupe, notre collectif à Saint-Paul-et-Dax le démontre. On est capable de travailler ensemble en rassemblant toute la gauche comme ceci pour porter un projet municipal. La dernière fois que je suis intervenu à l'Agglo pour saluer le travail qui a été fait, c'était notamment la rédaction de la délibération par les services concernant le RER métropolitain, un projet ô combien important qu'on porte avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et je n'ai pas le sentiment que ce soit un projet qui soit loin des valeurs auxquelles je crois. Au contraire, favoriser le déplacement en train, à l'heure où c'est l'urgence climatique, écologique, où les gens ont besoin de se déplacer pour aller travailler, où on promeut en fait tout ceci. Je crois que si c'est ça le pragmatisme, oui, de dire effectivement que des gens vont dans le bon sens, oui, et il faut le faire. On dit trop souvent quand ça va mal, pas assez quand ça va bien, et ça c'est fondamental. Pragmatique, je sais pas. En revanche, moi je suis un petit fils d'agriculteur, donc j'ai une forme de bon sens paysan. Concernant l'agglomération, elle est aussi avant tout saint-pauloise. Ce serait étonnant d'aller le cataloguer ou de le rattacher à une personne, pas du tout. Je rappelle que Saint-Paul-et-Dax a porté sur les fonds baptismaux quand même, il y a 30 ans. Enfin, les 30 ans de l'agglo, là. Il y a 30 ans, Saint-Paul-et-Dax était là pour les porter, pour sa création. Et on le doit aussi, notamment, grâce à toute l'énergie, la compétence et la vision d'un de mes prédécesseurs, qui était Jean-Pierre Pénicaud, qui a travaillé avec Yvette Vacher, Yves Gousbert-Dupin, à l'époque, Monsieur Lagrola également. Donc non, cette agglomération est aussi celle de Saint-Paul-et-Dax, bien évidemment, pour laquelle nous avons transféré des compétences. Alors après que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça on peut en discuter, mais c'est aussi l'agglo de Saint-Paul, bien sûr. En quoi est-ce politique de déployer des containers poubelles dans une ville ? Et pourtant, ça fait partie des compétences que l'on a transférées et qui représentent une forte attente de nos habitants. C'est l'une des compétences clés en fait de l'agglomération. La collecte des déchets et donc l'implantation des points de jet pour les ordures ménagères ainsi que pour faire le tri. En quoi c'est politique de refaire des voiries, des trottoirs, d'aller tondre l'herbe sur les trottoirs ? Ça n'a absolument rien de politique. C'est vraiment la gestion du quotidien et qui mobilise
des budgets conséquents en fait, à l'agglomération aujourd'hui. Donc dire finalement on participe à la gouvernance d'une agglomération pour aller traiter ces sujets de compétences que l'on a transférés, il n'y a presque rien d'anormal par rapport à ça. Et d'ailleurs, lorsque le projet d'agglomération a été mis au point à l'origine, beaucoup aiment rappeler qu'il était adopté à l'unanimité, bien sûr, sur la vision qui était souvent d'ailleurs une agglomération des sujets qui étaient remontés dans les programmes municipaux de chacun, et avec ce slogan, la bienveillante audacieuse. Bien évidemment, je crois que chacun ne pouvait que s'accorder sur cette vision-là du territoire. Là où ça pêche, c'est dans la mise en œuvre opérationnelle. C'est là où il y a des difficultés, il y a une vraie divergence dans la mise en œuvre opérationnelle, et in fine, ce qui se cache derrière, c'est ce qu'on a découvert en cheminant, y compris sur la manière de le faire, et sur la politique que certains ont voulu apporter à l'intérieur de ça. Est-ce normal, franchement, qu'une ville comme Saint-Paul-et-Dax, qui est 3e ville du département, ou 4e, ça dépend. J'étais avec un élu de Biscarrosse hier, on en parlait, mais qu'importe, c'est pas ça. Mais comment une ville aussi importante doit attendre 2025 pour avoir des points tri? Il en manque la moitié aujourd'hui à Saint-Paul-et-Dax. Dans un contexte où on dit le tri, c'est fondamental pour la transition écologique. Sur les voiries, on nous dit il y a 40% de budget supplémentaire qui a été affecté aux voiries, mais on ne le voit absolument pas. Nous sommes restés 6 ans sans aménagement structurel de voiries. Je crois qu'on a été utile au territoire avec ma collègue Sylvie Péducas. Quand on voit tout le travail qu'elle a battu sur le logement, sur les gens du voyage, il y a un diagnostic complet d'ailleurs qui a été fait sur la présence des gens du voyage sur le territoire et quelles pourraient être les perspectives pour améliorer leur situation ici. Je ne pense pas que Sylvie Péducas ait été inutile. Quand on voit que lorsque j'étais vice-président quand même, on a refondu tout le réseau de bus Couralin, qu'on a mis en place les connexions périphériques, le transport à la demande, déployer les infrastructures, qu'on voit qu'on a adopté le schéma cycle quand même, qui était resté 1 an au frigo au passage, pour des raisons, je pense, politiques. Que ce schéma cycle a été adopté, qu'aujourd'hui il y a un premier grand tracé qui est en cours d'étude, puis de réalisation, les premiers coups de pioche devraient intervenir cette année en 2024. J'ai pas le sentiment qu'on a été inutile à notre territoire. Au contraire, je pense qu'on a plutôt bien travaillé. Alors certains nous ont dit, écoutez, quand Saint-Paul sera plus là, ça ira mieux. Enfin, du moins l'exécutif Saint-Paul, ça ira mieux. Est-ce que finalement on a plus de routes depuis qu'on n'est plus là? Non. Est-ce que ça a accéléré sur les containers poubelles? Non. Nous travaillons à un dispositif d'opération de revitalisation du territoire. Cela fait 2 ans et demi que nous assistons à des échanges épistolaires entre l'agglomération et l'État. Est-ce que ça accélère là? Non. Donc vous voyez bien que tout ceci, ce sont des discours de façade en fait, qui ne trouvent pas une réalité opérationnelle derrière. On travaille très bien avec des services de l'agglomération. On a une voirie qui va être aménagée à partir de la fin du mois. Il y a un travail de co-construction, de co-conception avec les services de l'agglomération. Ça a très bien fonctionné. Nous avons des modifications majeures en cours sur le plan local d'urbanisme et nous avons un service à l'agglomération qui est d'une compétence extraordinaire, qui a travaillé avec notre service de la ville, qui est très affûté également sur ces sujets d'urbanisme et qui vont nous permettre de conduire des transformations importantes demain à l'horizon d'une génération, parce que ça c'est notre préoccupation, de pouvoir donner une vision en fait, une vision de développement sur le long terme pour la ville de Saint-Paul-et-Dax. Ça a très bien fonctionné. L'argent est là. Ensuite, c'est une question d'ordonnancement et de déploiement. Je prends le contre-pied, un projet qui fonctionne très bien, la fibre. On voit bien que lorsqu'on avance avec pragmatisme, là pour le coup, et que tout le monde est d'accord, parce qu'en plus tout le monde est d'accord sur le sujet des poubelles ou de la voirie, eh bien ça fonctionne très bien. Et vous voyez tout le temps que nous passons là à parler des poubelles et des voiries. C'est une anormalité. On devrait être en train de parler de développement de l'agglomération. C'est quoi les grands projets de développement? Qu'est-ce qu'on fait sur le logement? C'est une vraie problématique pour nos concitoyens sur le logement. La transition écologique énergétique, à l'échelle de l'agglo, on ne peut pas dire qu'il y ait une métamorphose. Alors ma casquette de conseiller régional me fait voir les territoires d'à côté, c'est ainsi. Quand je vois quand même ce qui se passe sur Max, c'est d'une énergie folle. C'est le budget aujourd'hui d'investissement de Max est l'équivalent de celui du Grand Axe et de Mont-de-Marsan Agglo réunis. Ils sont en pleine mutation, en pleine transformation, en accélération sur le territoire. C'est la même chose avec le Seignax, ou même Orthez-Arrigan. On voit qu'il y a une revitalisation à l'intérieur du tissu économique. Se développe en plus une offre de restauration, d'hôtellerie, l'agriculture, etc. Donc nous, on devrait être en train de débattre au niveau de l'agglomération sur quel est l'avenir du territoire. Comment est-ce qu'on développe des grands projets structurants
pour, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on prend du retard par rapport à nos voisins, pour combler ce retard et reprendre le leadership, en fait, et pas parler des poubelles, des voiries. Je crois qu'il faut revenir, en fait, à ce que sont nos 3 piliers, dans le cadre du programme pour lequel on a été élu à Saint-Paul, à savoir la participation citoyenne, la justice sociale et la transition écologique et énergétique. Aujourd'hui, on a une grande partie, c'est 56% environ du programme qui a été réalisé, 84% qui est engagé, les 2/3 des propositions sur la transition écologique qui sont d'ores et déjà opérationnelles. Et je vous rappelle qu'on s'est mis un objectif ambitieux de devenir une ville à énergie positive à l'horizon 2030, peut-être qu'on en reparlera après. Alors, vous voyez, typiquement, je commence par le premier pilier, la participation citoyenne, faire de nos habitants de véritables acteurs du territoire. C'est pas forcément coûteux. En 18 mois, nous avons déployé l'intégralité des mécanismes de participation citoyenne que l'on s'était définis. Je pense notamment à la création du conseil local de la vie associative, la création de l'office municipal des sports pour faire coopérer les associations, les clubs, mutualiser les moyens, porter des événements communs, dynamiser, énergiser la vie de quartier. Nous avons créé, c'est cette vieille chimère là, des conseils de quartier. Ça y est, ils sont désormais opérationnels. Il y a une assemblée générale chaque année des conseils de quartier qui se tient sur les différents sites et différents lieux. Nous avons la participation citoyenne en conseil municipal. Tiens, voilà un objet intéressant. Tout citoyen saint-paulois est autorisé à venir poser une question, s'adresser à la représentation municipale à la fin d'une séance du conseil municipal. Ces séances-là qui sont désormais filmées, systématiquement mises à disposition du public sur nos différents réseaux, dans cette logique de transparence vraiment citoyenne. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Rendre transparente l'action politique, savoir ce que font les élus, savoir où va l'argent public. Ça, c'est véritablement fondamental, surtout dans cette période un peu trouble où en plus il y a une perte de confiance vis-à-vis des élus de la République. Nous avons le volet de la justice sociale. En 2023, on a conduit ce qu'on appelle une analyse des besoins sociaux pour avoir une cartographie précise en fait de l'état social de notre territoire, sa composition, les différents revenus, les âges, etc. La composition des foyers, ça c'est quelque chose de clé également. Donc suite à cette analyse, on s'est mis en route pour construire un triptyque, pour répondre en fait aux besoins de notre territoire. Alors on avait commencé, on a pris les devants avec le point d'accès au droit, en coopération avec le président du tribunal de Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, ce sont des permanences d'avocats, de notaires, d'associations de consommateurs ou spécialisés autour du handicap, les médiateurs de justice également. La demande est énorme. À peine on a ouvert le point, il était déjà complet en fait, il était déjà saturé. Et c'est ô combien important de permettre à chacun, dans une république comme la nôtre, de pouvoir avoir accès au droit, là où ça fait peur. On dit tiens, ça va coûter, ça va être complexe, etc. Et bien on met tout ceci à disposition gratuitement à la mairie. Ça, c'est le premier pied, j'ai envie de dire. Le deuxième pied, c'est la maison des associations qui est devenue la MICA, la maison des initiatives citoyennes et associative. Nous avons restauré tout le rez-de-chaussée, donné davantage de capacité d'accueil et plus moderne à notre tissu associatif et sportif, en mettant en plus à disposition des ressources humaines et informatiques, parce qu'on est en plus dans un projet de mairie numérique, oui, on a des projets, mais pour mettre davantage de moyens à disposition de ce que sont les forces vives en fait d'une ville comme Saint-Paul-et-Dax. Et puis la troisième dimension, on va y travailler en 2024 pour faire évoluer ce qui est aujourd'hui le restaurant social et transformer en un véritable pôle social dans lequel on va avoir différents organismes, différentes associations qui vont travailler sur une plage horaire élargie pour accueillir davantage de monde et pouvoir répondre davantage aux besoins de nos concitoyens. Et puis le dernier volet, c'est la transition écologique énergétique. Je le disais, objectif de ville énergie positive à l'horizon 2030. Deux leviers, d'une part diminuer la consommation d'énergie et d'autre part produire de l'énergie propre. Alors on croyait qu'il serait plus difficile de produire d'énergie propre que de diminuer la consommation. Eh bien c'est tout l'inverse qui se passe. Parce que convaincre les gens de moins consommer, mais c'est plus complexe en fait que d'aller produire de l'énergie propre. On y travaille, on a le fameux projet Candat, qui verra la création d'une centrale de production photovoltaïque au nord dans la commune, et dans laquelle chacun d'entre nous, vous-même, pouvez participer demain au projet. C'est une initiative unique en France qu'on pourra creuser si vous le souhaitez. C'est l'équivalent de la production d'énergie de 2500 foyers Saint-Paulois hors chauffage. C'est conséquent. Une fois qu'on aura fait ça, la municipalité de Saint-Paul aura
fait son morceau de chemin, j'ai envie de dire, en termes de consommation d'énergie. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à travailler avec les particuliers, avec les zones commerciales, industrielles de la ville pour continuer à déployer les panneaux solaires, la géothermie. On a mis 600 000 € sur la géothermie. Soit il fallait fermer le puits, la préfecture nous disait soit vous fermez, soit vous rénovez. Bien évidemment, on a fait le choix de la rénovation. Ça n'a pas été sans difficulté, un investissement conséquent quand même, porté uniquement par la municipalité, 600 000 €. Et là, nous sommes en pleine attribution d'une délégation de service public pour que cette géothermie alimente certains équipements municipaux à l'image de la piscine, mais demain, surtout, alimente tout l'écoquartier qui va se déployer en proximité du lac. Et puis, c'est plus de 200 hectares d'espaces naturels qui ont été achetés par la municipalité, à commencer par Abbesse, pour protéger ces espaces, pour retrouver de la biodiversité. On travaille en coopération avec certaines institutions, comme le Seine, voilà, pour vraiment protéger en fait cette nature à Saint-Paul. C'est souvent on nous dit Saint-Paul, ça va se développer parce que vous avez beaucoup de foncier. Mais on veut arrêter d'artificialiser les sols. On veut arrêter de s'étaler. C'est pour ça qu'on veut reconstruire la ville sur la ville, autorise à détruire pour reconstruire plus haut, mais moins large. Et nous avons racheté beaucoup de coulées vertes, bleues. On est en train de construire une grande trame comme ceci du nord de la commune d'Abbesse jusqu'au bord de la Dour. Nous avons racheté là aussi des espaces naturels. C'est un message que l'on n'a pas arrêté de passer et que l'on continue à passer. L'urgence climatique est là, donc la réponse doit être forte et immédiate. On touche vraiment le réchauffement climatique. Plus personne peut nier qu'il ne frappe pas notre territoire. Il n'y a qu'à voir les inondations auxquelles nous sommes exposés, ces fortes pluies qui s'abattent, des tempêtes qui se cumulent, les périodes de sécheresse que l'on voit, y compris sur notre territoire ici. Et on a beaucoup souffert sur les 2 dernières années. Donc le réchauffement climatique, il est là aussi, en fait, sur les incendies, et là sur notre territoire. Donc il faut agir. Et agir à courte portée, ça ne fonctionne pas. On est obligé de se donner une profondeur de champ, une profondeur d'action. Parce que vous savez, c'est parfois long et complexe, y compris sur l'administratif. Si je prends l'exemple de Candat, ancienne déchetterie, bourrier comme disaient les habitants, sur la route de Hermes. Déchets inertes, il a fallu recouvrir en fait toute cette zone avec un dôme de terre. Pour pouvoir le faire, il faut faire des études environnementales qui prennent plus d'1 an. Il faut constituer un dôme qui doit avoir une configuration particulière, sous le contrôle de l'Adréal, avec des ajustements, des modifications, etc. Vous voyez, ça fait plus de 2 ans que l'on travaille déjà sur ce projet, en coopération avec le Sitcom également, puisque c'est eux qui l'ont entretenu. Donc c'est long, déjà sur la partie étude, remise à niveau du site. Et là, on va pouvoir accélérer désormais en implantant des panneaux solaires et en produisant de l'énergie propre. Alors en plus, c'est un choix volontaire de la municipalité que de porter elle-même le projet avec des acteurs que sont Enercop et Enercité. Ce que font beaucoup de communes ou de collectivités, c'est de dire on va prendre un prestataire national ou international, on va mettre en location le terrain, ils vont tout installer et puis ils vont se débrouiller avec. C'est pas du tout la voie qu'on a choisie. Nous, on a fait le choix d'investir en partie nous-mêmes avec ces acteurs-là pour pouvoir demain, une fois que l'amortissement est réalisé vis-à-vis de l'équipement, récupérer de l'argent et continuer à investir sur la transition écologique sur notre territoire. Nous, à Saint-Paul, on ne se pose plus la question d'être dans la transition écologique énergétique. On y est vraiment en plein dedans. La question, c'est d'accélérer désormais. D'accélérer, continuer à accélérer par rapport à ça. Et ce projet est unique en France parce que dans la gouvernance qu'on a déjà installée, des citoyens, vous et moi, qui ne sommes pas actionnaires en fait de la société, sont déjà dans la gouvernance en fait de cette société, participe à la prise de décision de la société. Et une fois qu'on va rentrer en phase opérationnelle, c'est-à-dire à la fin de l'instruction du permis de construire qui a été déposé il y a quelques semaines désormais, on pourra devenir directement actionnaire en fait de cette entreprise. Alors quand on dit actionnaire, c'est-à-dire apporter sa contribution en fait à la transition écologique dans le cadre de ce projet-là. On développe l'autoconsommation aussi, et ça va être le cas certainement pour Candat, on est en train d'y réfléchir. Comment est-ce que l'énergie produite sur place est consommée en local ? On l'a fait avec l'école Jules Barouillet, lorsqu'on l'a rénové. Isolation, moins de consommation d'énergie, mais on a mis en plus des panneaux solaires, ce sont des centaines de panneaux solaires qui ont été positionnés sur le toit de l'école, et aujourd'hui nous sommes en autoconsommation, c'est-à-dire que l'énergie produite là va servir au centre de loisirs, va servir à la piscine municipale, vous voyez, sur des équipements qui sont autour. On est en train de réfléchir à couvrir le parking de la mairie également en panneaux solaires. Bon, vous voyez, les choses se font au fur et à mesure. Abbesse, un site exceptionnel.
historiquement, même géologiquement, puisque nous avons dans le sous-sol d'Abès une richesse géologique avec des fossiles qui sont uniques au monde, pour certains qui sont là. Il y a une occupation de la préhistoire, on a retrouvé des silex taillés sur site, une occupation romaine également avec des bas fourneaux, et puis une occupation pendant le Moyen-Âge, l'industrie sidérurgique, avec vraiment l'explosion de la sidérurgie au 19e siècle, 20e siècle, et puis après la Première Guerre mondiale, vraiment le site tombe dans l'oubli. On va voir la famille Boulard qui va y habiter jusque dans les années 80, et puis un projet de golf qui devait se faire à Abès, qui n'a pas vu le jour, heureusement j'ai envie de dire, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette forêt assez exceptionnelle qui du coup n'a pas été gérée depuis des décennies. Donc elle a grandi, elle a évolué, en plus la famille Boulard qui voyageait beaucoup à l'époque a rapporté des espèces de ces voyages, et nous retrouvons avec une forêt qui semble assez unique, du moins à l'échelle locale et peut-être un petit peu au-delà. On est en train de conduire une étude avec un spécialiste des forêts qui va nous dire effectivement vraiment quel est le degré de typicité d'Abès. Donc l'idée là, c'est quoi ? C'est de faire en sorte d'arrêter le processus de destruction du site d'Abès, parce que certains nous le disent, oh là là, vous allez certainement sortir des arbres. Oui, mais la forêt en a besoin. Il y a une tempête il n'y a pas longtemps, on a l'effet domino, un arbre tombe, ce sont les autres qui tombent. Il y a des espèces invasives sur place, donc bien évidemment qu'il faut une gestion. Et c'est pourquoi on a défini un plan de gestion pour la forêt d'Abès. Et puis on a quelques éléments phares. Donc on a constitué un parking pour permettre aux gens de se garer, surtout fermer le site demain, pour le protéger notamment l'été, contre le risque d'incendie. Et puis les occupations sauvages de gens qui vont faire du rallye en fait dans la forêt d'Abès, qui vont polluer, du camping sauvage ou autre, même qui vont battre des arbres. Donc on est vraiment en train de mettre en protection ce site-là, de le faire découvrir. On a lancé des visites du site d'Abès. Ça commence avec 3-4 personnes. Désormais, c'est plus de 30 personnes à chaque visite, et conduite notamment par notre adjoint à la culture, au patrimoine, qui fait des visites remarquables. Je vous les recommande parce que c'est un voyage à travers le temps, l'impression de découvrir quelque chose d'extraordinaire à un jet de pierre en fait du centre-ville. C'est constitué également des chemins de promenade, de randonnée, de sport. On aime bien le sport à Saint-Paul. On a des endroits remarquables, tourbières et autres. Ça c'est pareil, il faut qu'on les mette sous cloche, sous cloche au sens de il faut les protéger et pouvoir les faire connaître au public également. Et puis on a 2 initiatives là, avec des groupes de travail citoyens. L'un pour reconstituer le jardin potager historique du château. On a fait un crowdfunding qui a très bien marché. On est allé au-delà des objectifs qui avaient été définis. Donc là, on a débroussaillé le terrain. Prochaine étape, c'est planter les poteaux, la clôture, et puis aller faire les plantations. On s'appuie en plus sur une association, Managem. Il n'y a que des femmes qui ont une compétence et un enthousiasme débordant et qui nous accompagnent avec les citoyens pour relancer ce potager. Vous voyez, c'est des sujets qui sont enthousiasmants dans la période que l'on traverse. Ça, c'est passionnant, c'est enthousiasmant. Et on a un autre groupe de travail qui a démarré concernant la reconstitution du jardin paysager, cette fois-ci, devant le château, aux abords du château. Alors les gens me demandent à chaque fois, qu'est-ce que vous allez faire du château ? Mais on ne sait pas, parce que c'est de l'argent. C'est un projet de toute façon au long cours, la restauration d'Abès, qui est vraiment notre patrimoine commun à tous, les Saint-Paulois, mais les Grands Dacois, même au-delà du territoire. On vient de loin quand on aime Abès. Donc ça va prendre du temps en fonction des initiatives. On a tracé des directives, des perspectives, et notamment grâce au plan simple de gestion qui a été défini avec la municipalité. Maintenant, on se met à la tâche au fur et à mesure, et chacun est le bienvenu, bien évidemment, pour apporter sa contribution. On se pose la question, ça va être fait en 2024, de remettre du pâturage, d'éco-pâturage. Vous savez, on a des bergers à Saint-Paul, avec des moutons. Ils sont en train de remettre en place des brebis landaises. On est très heureux de ça, donc on va réfléchir avec eux pour remettre des brebis landaises en fait à Abès. Et pourquoi pas d'autres animaux, mais ça j'en dis rien pour l'instant, ce sera la surprise. Je crois que j'ai pas besoin d'expliquer à mes collègues parce qu'ils sont tous ultra convaincus de cette nécessité de mettre en avant le patrimoine. C'est pendant tant de temps on nous a dit, mais à Saint-Paul, il n'y a pas de patrimoine, il n'y a que l'église en fait, et le cœur de l'église. Ce qui est un chevet remarquable, d'ailleurs, j'en profite du XIe siècle. Mais alors que le patrimoine est extrêmement riche à Saint-Paul, qu'il soit bâti, qu'il soit naturel, végétal ou même culturel à travers ses traditions. Donc il était important pour nous de pouvoir le protéger. Déjà, le retrouver, le protéger et le partager. C'est pourquoi la municipalité a décidé de lancer sa mission patrimoine. Alors, on sait que c'est toujours des processus un peu longs et complexes pour bénéficier de dispositifs d'accompagnement. Il y avait une volonté d'aller vite. Pourquoi ? Parce que soumis
à des promoteurs immobiliers qui rachetaient du patrimoine, qui rasaient pour construire des immeubles à la place. Et c'est vraiment ce qui a déclenché l'opération de se dire il faut qu'on protège en fait ce bâti Saint-Paulois à travers notamment son système de villas remarquable, et donc mettre au point des fiches patrimoniales pour pouvoir demain les insérer au plan local d'urbanisme. C'est en cours d'ailleurs. Il nous semblait tout à fait logique et judicieux que ce soit quelqu'un comme Kevin Lossu, qui est très spécialiste de ces sujets comme vous le rappeliez, qui connaît parfaitement le territoire et qui est passionné par ça. Alors il se trouve qu'au fur et à mesure que l'on chemine, dès qu'on cherche, on trouve. Donc on retrouve du patrimoine à Saint-Paul, autour d'Abbesse, de son histoire, Hardy. Cyril Delcourt, le propriétaire du camping d'Hardy, fait un travail formidable en termes de patrimoine, de dégagement et de restauration du Haut-Fourneau, qui est le dernier encore en élévation originellement dans les Landes. On a découvert avec la création du nouveau quartier de l'Estrie une villa gallo-romaine, 2000 m² de villa gallo-romaine avec des systèmes de chauffage, un système thermal également. Vous voyez, 2000 ans d'histoire thermale à Saint-Paul-et-Dax. Donc là, on a vu avec le porteur de projet également pour récupérer en fait les éléments clés de ces fouilles archéologiques pour demain pouvoir les mettre à disposition de nos habitants. Donc Kevin a travaillé également, comme je le disais, la réalisation de ces fiches pour protéger nos fermes landaises et villas remarquables et pouvoir apporter également une vision sur l'urbanisme de demain. Ça, on y était véritablement attaché. Se dire, dans le fond, lorsqu'on construit de nouveaux quartiers, il faut qu'on ait cette patte du sud-ouest, que ce ne soit pas les mêmes, j'ai rien contre les autres villes, mais qu'on ne retrouve pas les mêmes en périphérie de Bordeaux, de Lyon ou de Paris. En gros, c'est un petit peu ça qu'on trouve vraiment la touche de sud-ouest. D'où cette idée de mettre au point une charte architecturale et patrimoniale qui inclut ces éléments clés architecturaux qui font notre typicité aujourd'hui. Donc c'est pareil, ce sujet a été porté par Kevin Lossu. La charte a été adoptée au mois de juillet dernier par l'Assemblée municipale et elle est à la disposition de tous en fait sur notre site internet. Mais on est très attaché au patrimoine. Pour pouvoir se donner des ailes, il faut connaître bien nos racines, et nos racines profondes. La saison culturelle, j'ai envie de dire, c'est deux choses à la fois. Une forme de continuité et une métamorphose. Une continuité en se disant, il y avait déjà une saison culturelle à Saint-Paul-et-Dax, et il faut conserver cette typicité qui attire d'autres publics et d'autres choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et c'est là où on a creusé, c'est là où il y a de la métamorphose pour apporter de nouveaux spectacles, enrichir cette saison culturelle, d'ailleurs avec les moyens qui sont les nôtres. Donc je salue tout le travail qui est réalisé par nos services et la commission culture à ce sujet, et proposer aussi des nouveautés. Je pense à la dizaine de la création au féminin, début mars, bien évidemment, autour de la journée des droits des femmes. Je pense au Seafood and Son. Est-ce que vous connaissez Seafood and Son quand même ? Ces after-work au bord du lac, on fait venir des food trucks, un DJ, on s'installe sous les platanes. C'est un succès remarquable. Dès la première édition, les food trucks étaient déjà en rupture. Donc il a fallu augmenter à chaque fois les capacités. Ça a encore été un succès fou l'été dernier. Donc bien évidemment, on va remettre ça à la programmation. Ce sont des journées du patrimoine. On parle du patrimoine qui sont complètement enrichis. C'est aussi faire vivre nos traditions. Je pense à la halle de Nadao qu'on a redécouvert depuis 2 années, juste avant Noël à la place du temps libre, où on retrouve ces chants gascons, cette musique gasconne et puis le feu gascon. J'ajoute à ceci les expositions, parce qu'on nous en parle beaucoup. Donc la Grange de Christus, en exposant les artistes locaux, mais aussi en donnant leur chance à différents artistes. Je crois que c'est très apprécié à la fois des artistes et puis des spectateurs qui viennent voir ces expositions-là. On commence d'ailleurs à être saturé à la Grange de Christus, il y a tellement de demandes. Alors maintenant on fait des expositions aussi à la médiathèque, et il commence à y avoir beaucoup à la médiathèque, donc on est en train de s'interroger, est-ce qu'on ne va pas faire des expositions désormais à l'hôtel de ville, là aussi dans une grande diversité. Vous voyez l'exposition Gaston Larieux également. Cet hommage rendu au peintre, c'était une promesse aussi qu'on avait fait à la veuve de Gaston Larieux, a rencontré un succès formidable. Il y a 3 événements phares, on va dire, dans la saison culturelle saint-pauloise, que sont le Grand Mol, rugby, littérature et autres rebonds artistiques, sous le pilotage de Jean-Claude Barins. Nous avons le Festival international des artistes de cirque, à la renommée là aussi, qui dépasse bien largement nos frontières, avec Bruno Laloy, Valérie et toute l'équipe. Et puis donc les Tempos du Monde, où là c'était une volonté et un hasard. Une volonté partagée par l'équipe des Tempos du Monde de faire évoluer le festival et de sortir des murs, et la municipalité qui voulait le faire également sortir des murs. Il se trouve que la Covid a accéléré tout ceci, puisqu'à l'époque,
Ça semble loin et pourtant c'est si près. On ne pouvait plus se rassembler dans des festivals, dans des événements ou autres. Donc il fallait faire les spectacles en extérieur avec les contraintes de distanciation, de maîtrise du public et autres. Et donc on est allés tous ensemble au lac de Christus. J'ajoute à ceci une autre anecdote. Pendant la Covid, Vincent Kopp avait un orchestre philharmonique pour lequel il n'arrivait pas à réaliser son concert. Il nous a dit, est-ce qu'on peut regarder à Saint-Paul-et-Dax, etc. On l'a dit, bien évidemment, on va regarder. Et puis, on s'est organisé pour aller dans les arènes de Saint-Paul. Et lorsque l'orchestre philharmonique, c'était la Symphonie du Nouveau Monde, on a passé un moment extraordinaire sous le soleil, le cri des oies. On s'est rendu compte qu'il y avait une superbe acoustique en fait dans les arènes. C'est à ce moment-là qu'on s'en est rendu compte. Donc on s'est dit avec Tempo, pourquoi on n'irait pas dans les arènes au vu de l'acoustique et de la maîtrise des flux qui était nécessaire justement pour la Covid. À ce moment-là, l'équipe de Tempo du Monde a fait un travail formidable d'organisation du village, d'organisation du site, leur savoir-faire qu'ils maîtrisent à merveille et qui a attiré un public incroyable il y a 2 ans. Il n'y avait plus de billets à vendre. Et là, la nouvelle équipe a pris le relais. Ça marche bien. On va continuer. La relance est bien partie. Je rappelle, pareil, que lorsque nous étions en tempête Covid, j'ai envie de dire, les établissements thermaux, partout en France, ont beaucoup souffert puisqu'il a fallu fermer les établissements. Et ensuite, il a fallu réouvrir, redémarrer en mode que je qualifierais dégradé, avec des contraintes très, très fortes sanitaires. Et nous étions arrivés, la dernière année de référence c'est 2019. En 2020 par rapport à 2019, on était à moins 64% de fréquentation à l'échelle nationale. La fréquentation a repris au fur et à mesure. Nous sommes arrivés à moins 24% l'an dernier. Nous attendons les chiffres de 2023. On devrait être autour, pour la Nouvelle-Aquitaine, je pense, de moins 4, moins 5% par rapport à 2019. Et ça y est, on sent qu'il y a une énergie nouvelle qui s'engouffre désormais dans notre écosystème thermal. Des curistes qui reviennent. Ils nous l'ont dit quand ils n'ont pas pu faire la cure que c'était fermé. Qu'ils le sentaient sur l'organisme et qu'ils le sentaient également psychologiquement. Donc on voit que la cure est un élément important pour nos concitoyens. Et finalement, on a également de nouveaux curistes qui viennent nous voir dans les stations. Alors c'est pourquoi avec la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons adopté un plan, là aussi à l'unanimité au mois de mars dernier, suite à un travail de co-construction à l'échelle de toute la Nouvelle-Aquitaine avec les professionnels du thermalisme, les offices de tourisme, les élus locaux, les fournisseurs, les différentes parties prenantes en fait, de l'écosystème thermal. On a mis au point ce plan pour se relancer et se donner une perspective, donc une profondeur de champ et d'action là aussi jusqu'en 2028, autour de 5 axes que sont le maillage en fait de nos stations à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, comment est-ce qu'on coopère, comment est-ce qu'on fait évoluer l'image de nos stations, ouvrir de nouvelles stations, il y en a une en cours notamment à l'échelle de la région. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer notre modèle thermal qui est aujourd'hui très centré sur le curatif. C'est parce qu'on a une pathologie que l'on vit en cure, alors qu'il y a tout le volet préventif qui est à creuser. Et pour notamment anticiper les maux, mais en plus aller chercher une autre patientèle ou une autre clientèle dans le cadre de soins préventifs, de bien-être. Ça aussi, c'est un sujet que l'on doit développer. La connexion également à la silver economy, à la cosmétique, le fractionnement des cures. C'est un sujet qui est à l'étude en cours avec notre cluster à Kyotherm. Bon voilà, donc vraiment faire évoluer le modèle de cure traditionnel. Le troisième point, c'est la connexion à la transition écologique et énergétique. Vous savez qu'on a une feuille de route très ambitieuse, Néoterra, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est comment avoir des établissements qui soient plus vertueux en termes de gestion de l'énergie, mieux utiliser nos calories. La majorité des eaux thermales en Nouvelle-Aquitaine sont chaudes, donc comment réexploiter les calories. Il y a beaucoup d'actions en cours en ce moment à ce sujet. Préserver la ressource en amont, l'eau que l'on va chercher, comment on la restitue aussi au milieu, mais c'est valable également pour nos boues, nos argiles, nos sels. On s'est fixé un challenge. En 2028, comment est-ce qu'on fait disparaître le plastique dans nos soins thermaux ? Et on a, notamment à Saint-Paul-et-Dax, nous avons une expérimentation à grande échelle en cours pour remplacer ne serait-ce que le drap en plastique qui enveloppe le curiste par un drap en fécule de pommes de terre. Ça fonctionne très très bien. Donc voilà, on va persévérer, on va continuer. La station d'eau chaude l'utilise également dans les Pyrénées. Et puis la politique RSE. Comment est-ce qu'on s'assure que chaque établissement tend vers l'excellence RSE ? Et puis enfin, le dernier pilier, c'est celui de l'innovation sous toutes ses formes. Quelles sont les nouvelles pathologies que l'on peut traiter avec les produits qui sont les nôtres ? Vous voyez, on fait depuis l'an dernier, on accompagne les femmes en traitement post-cancer du sein.
c'est cette nouvelle pathologie qu'il faut que l'on regarde, ou tout ce que l'on peut faire avec les produits qui sont les nôtres aujourd'hui, accélérer la recherche opérationnelle sur nos outils, la pénibilité également des emplois dans les entreprises, comment est-ce qu'on fait en sorte que ces métiers soient moins pénibles, et puis numérique. Là, on est en train de développer une application unique en France. Ce sera la première application smartphone dédiée au thermalisme, à la fois pour les curistes et pour les professionnels. Elle s'appelle Thermassist. C'est aujourd'hui Akioterm qui pilote l'innovation, et elle devrait être opérationnelle là, en tout début d'année 2024. Donc on va le tester à grande échelle pour faire rentrer aussi le thermalisme dans le monde du numérique, créer un nouveau lien avec les curistes. On va tester l'ordonnance numérique là aussi, c'est une nouveauté, la connexion avec les offices du tourisme à l'échelle locale, comment se déplacer également sur le territoire. Enfin, tout ceci sera encapsulé dans cette application, en visant également la disparition du papier dans les établissements de soins, alors aussi à l'horizon 2028. Vous voyez, on se met en route. Donc un plan relativement ambitieux, et puis qui s'appuie en plus sur les pépites de notre territoire. On a la chance d'avoir des institutions uniques en France, à nouveau ici, à savoir l'hôpital thermal de Dax. C'est le dernier hôpital thermal encore en activité en France. Nous avons l'Institut du thermalisme qui est en charge de la formation et de la recherche. Lui aussi est unique dans son fonctionnement en France. Il est rattaché à l'Université de Bordeaux. Et puis nous avons le cluster Akioterm qui embarque, j'ai envie de dire, tout l'écosystème néo-aquitain autour du thermalisme, et qui lui aussi est un cluster unique en France. Donc on partage en fait la mise en œuvre de ce plan thermal avec les services régionaux et l'ensemble de nos pépites. Il se trouve que nous avons contribué à une étude pour le Sénat. Ils nous ont demandé des chiffres. Entre 2017 et 2023, le prix immobilier en moyenne a augmenté de 47% à Saint-Paul-et-Dax. C'est colossal. C'est colossal, et si on n'agit pas, ça ne va pas s'arranger. Pourquoi ? Parce qu'on a ce que j'appelle le trait de côte immobilier qui est en train de reculer, où la côte commence à saturer, les prix flambent, et donc les populations reculent dans le territoire pour pouvoir se loger. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, j'oublie pas qu'à l'horizon 2032-35, la LGV va arriver sur le territoire, juste en proximité ici du bâtiment. Et on l'a vu, lorsque la LGV arrive, l'immobilier grimpe, voire flambe. C'est une complexité énorme, puisque aujourd'hui, nous avons du mal à loger les gens de notre territoire. Ce qu'a démontré là aussi l'analyse des besoins sociaux, y compris sur les plus jeunes qui se lancent dans la vie active. Les enfants du territoire ont du mal à se loger sur le territoire. On a même du mal à loger les pompiers de la ville. Pour vous dire, ça devient extrêmement compliqué. Il n'y a pas de fatalité par rapport à ça. Et nous croyons à Saint-Paul-et-Dax que la réponse publique doit être à la hauteur de ces enjeux. C'est pourquoi nous avons demandé de nombreuses modifications du plan local d'urbanisme pour pouvoir construire davantage de logements à Saint-Paul, toujours dans cette logique de mixité d'usage et de mixité sociale, et dans le cadre d'un développement harmonieux vis-à-vis de l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, y compris en connexion avec cet objectif d'excellence environnementale et énergétique, et de devenir toujours pareil la ville à énergie positive à l'horizon 2030. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, pas bétonner dans tous les sens. Il faut vraiment avoir une vision de ce que doit être la ville à l'échelle d'une génération. C'est pour ça que nous, on se projette dans les plans que l'on a à l'horizon 2040, voire 2050, dans les modifications qui sont demandées. Sur l'écoquartier du côté du lac, nous avons souhaité avoir également le soutien et l'expertise de l'Agence régionale de santé pour conduire ce que l'on appelle une EIS. Notamment dans le cadre de l'écoquartier, nous avons souhaité bénéficier de l'expertise et du regard, du savoir-faire de l'Agence régionale de santé pour nous aider à dire demain, c'est quoi la ville du bien-être, ou du moins qui favorise des bons déterminants de santé vis-à-vis de nos concitoyens. Quelle sera la ville agréable dans laquelle on doit vivre, dans laquelle on met en mouvement les gens, dans laquelle on peut se déplacer, consommer en proximité. Donc on va travailler à ça dans le cadre de l'écoquartier. Donc oui, il faut le faire. On n'est pas dans une course à la démographie. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut vraiment s'inscrire dans la durée. Mais en revanche, il y a urgence à répondre aux problématiques de logement de nos concitoyens. Moi, ce que j'attends du gouvernement, ce sont des actes. Dans une collectivité comme la nôtre, c'est ce que j'appelle la strate fantôme. Vous voyez, on a la ville 10 000, 20 000 habitants. Donc, on n'a pas droit aux grands dispositifs que sont Action Cœur de Ville, quartier prioritaire de la ville, dont on a entendu parler dans la presse il n'y a pas longtemps. Et puis, on est trop grand pour avoir des dispositifs comme Petite Ville de demain. Donc, oui, moi, j'ai eu l'occasion d'en parler
à différents représentants du gouvernement. Nous, ce qu'on attend, c'est des solutions à ça. Le discours, c'est bien, mais il faut des solutions en face. Aujourd'hui, les communes sont étouffées d'un point de vue administratif et financier. André Léniel l'a démontré, vice-président de l'Association des maires de France et maire et président de communauté de communes par ailleurs, a démontré qu'il manquait 7 milliards à l'échelle des collectivités locales. On nous transfère des charges, on nous transfère des missions, mais les finances ne suivent pas derrière. Moi, j'attends vraiment du concret vis-à-vis de ça. Après, il se trouve que, une fois encore, ce sont les actes qui démontrent en fait l'ambition d'une politique. J'ai eu l'occasion de le dire dans un discours il y a peu. Ça interroge. Comment 349 députés de la République française peuvent voter un texte issu des idées d'extrême? Cela nous interroge au plus haut point. Dans un contexte ambiant relativement éruptif, à l'échelle internationale, explosif, j'ai envie de dire à l'échelle locale, où on essaie en fait d'importer les conflits internationaux ici sur notre territoire, de créer des tensions entre les gens, où il y a une érosion forte du pouvoir d'achat, où l'inflation est galopante. C'est extrêmement complexe et je crois effectivement que les actes démontrent en fait quelle est la politique aujourd'hui soutenue par le président de la République et son gouvernement. Bien évidemment, je serai partie prenante de ces élections, en ce sens où je vais soutenir nos candidats et nos idées sans faille dans le cadre de cette élection, de ces élections européennes. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Vraiment, moi, je mets en garde nos concitoyens à ce sujet. Il ne faut pas en faire une élection nationale. L'enjeu, c'est l'Europe. On a une véritable complexité aujourd'hui à l'échelle européenne. Nous sommes à un carrefour. La guerre est aux portes de l'Europe. Il y a des élections ailleurs, aux États-Unis, en Russie, en Inde, avec des gens qui ne veulent pas que du bien à l'Europe. Nous avons besoin d'une Europe puissante. Nous avons besoin d'une Europe sociale, qui s'intéresse à l'ensemble de ses concitoyens et qui, je le dis pour ma part, va combattre les extrêmes qui sont en progression. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, en Italie, aux Pays-Bas. Il faut être extrêmement vigilant par rapport à tout ça. Donc oui, moi je vais soutenir nos candidats dans cette élection. J'appelle toujours, comme on le fait à l'échelle locale, un rassemblement le plus large possible des forces de gauche et de progrès. Et il ne faut pas résumer ce match, comme certains aimeraient le faire, entre l'extrême droite et le parti présidentiel. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une attente forte de nos concitoyens sur un espace à gauche. Ils voient à travers les actes qui sont pris par le gouvernement, ils voient que ça ne change pas dans leur quotidien sur de nombreux aspects. Donc il y a cet espace-là, et j'espère que le vent va souffler dans les voiles de la gauche pour cette élection. Ce qui est important pour le Parti socialiste, mais je crois comme pour toutes les forces de gauche et de progrès, j'appelle à nouveau au rassemblement. Nous le faisons à l'échelle locale, donc je ne peux que le soutenir à l'échelle nationale. Ce qui est important, c'est que ce soit un incubateur d'idées, parce que nos concitoyens n'attendent pas des débats, des combats d'ego, ils attendent des idées, ils attendent des programmes, ils attendent une perspective en fait pour leur quotidien et pour la France. En ce sens, vous le soulignez, je crois que Boris Vallaud fait un travail remarquable à l'Assemblée nationale où il pilote le groupe des députés socialistes. Mais moi, j'ai envie de souligner également le travail remarquable que font nos 2 sénateurs. On n'en parle pas assez, mais ils représentent les territoires. Monique Lubin a abattu un travail considérable dans le cadre de la réforme des retraites pour aller combattre ce texte que l'on estimait injuste. Et elle était chef de file d'ailleurs de la gauche sur ce sujet au Sénat. Éric Kerrouche travaille très en profondeur sur l'évolution des institutions, sur l'avenir aussi de notre démocratie, où le statut de l'élu local est battu en brèche, j'ai envie de dire, aujourd'hui, qui nécessite une grande évolution. Donc nous avons des sénateurs socialistes, mais qui, je crois, embrassent toute la gauche issue sur le département. Il n'y a qu'à voir les résultats qu'ils ont eu lors des dernières élections. Ils ont été élus dès le premier tour. Donc c'est que leur action vraiment paye, est efficace au service du territoire et n'est pas sectaire en plus. Ce qui est important, c'est que le Parti socialiste soit à nouveau un aiguillon, un précurseur et puis un laboratoire à l'échelle locale. Il y a de nombreux élus socialistes, mais aussi communistes, verts et autres issus de l'ensemble des forces de gauche à l'échelle de nos différents territoires. Et aujourd'hui, l'initiative, elle est dans les territoires. Les incubateurs, les démonstrateurs sont à l'échelle du territoire, qui, je l'espère, demain pourront se déployer à l'échelle nationale. Et puis, je vais vous dire,
Le socialisme sans une part d'utopie n'est pas le socialisme. Donc on a besoin de retrouver de l'utopie, de dresser de grandes perspectives pour notre pays et de retrouver des jours heureux. Concernant la perspective des élections municipales, je crois qu'il y a une volonté de notre équipe de s'inscrire dans la durée, mais de toute l'équipe. On le disait, on s'affiche des objectifs à l'horizon de 2030 pour la transition écologique, mais c'est aussi faire évoluer notre ville dont les défis sont considérables au-delà de 2030, ces échelles 2040, 2050, je sais pas, on sera en 2050. Mais donc on a cette volonté forte de l'équipe et de moi-même de poursuivre notre action municipale au-delà de 2026. Ensuite, charge à nos concitoyens de dire... Bah oui, on continue avec cette équipe-là ou on change d'équipe. C'est pour ça que je suis un infatigable combattant de cette décentralisation et de donner les moyens aux gens qui sont élus de pouvoir agir. On a besoin de ces moyens. Aujourd'hui, on est étouffés. Nos concitoyens ne peuvent pas juger correctement l'action publique. Moi, je demande qu'on nous donne les moyens de réaliser nos actions et ensuite nos concitoyens jugent en disant ça va pas, on change, ou alors ça fonctionne, ça va, on continue. Et en attendant, moi, je suis à ma tâche municipale et régionale. C'est ce qui me préoccupe aujourd'hui et c'est ce qui risque de me préoccuper en 2027. L'instant T, c'est absolument pas l'ordre du jour. Parce qu'en plus, vous savez que si d'aventure j'étais élu parlementaire, il faudrait que je quitte mon fauteuil de maire. Et nous, aujourd'hui, nous avons de grands projets avec les Saint-Paulois. Et je fais pas partie... Vous savez, moi, j'arrive du privé en plus. Donc, j'ai une vie avant. Je suis capable de faire autre chose, de monter des entreprises, etc. Donc, j'en fais pas une affaire personnelle de m'accrocher à un fauteuil. Et moi, je ne suis pas dans ce plan de carrière où certains sont élus et pensent au coup d'après pour aller faire autre chose après. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de rendre concret notre programme pour lequel on a été élu et de changer la vie des gens au quotidien, de les accompagner, de les soutenir, de les aider dans leurs difficultés. Je ne suis pas de ce profil-là où on fait semblant, où on communique, ou etc., pour aller faire autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat concret, et que les gens puissent juger là-dessus. Après, on verra ce qu'on fait. Oui, nous sommes des passionnés, parce qu'en plus, alors on aime notre ville, mais en plus on aime les gens. On aime être à leur contact, on aime être avec eux. Ça, c'est notre ADN. On est comme ça, on va pas se refaire. Donc on va continuer à déployer de l'énergie. On le faisait déjà dans les associations, les clubs sportifs ou autres, ou les entreprises. Donc on va continuer. Voilà, on est comme ça. C'est une question d'organisation. Et effectivement, aujourd'hui en plus, les réseaux sociaux sont insupportables. Ils prennent le dessus sur tout. On vous agresse, on vous calomnie. Enfin, c'est relativement pénible. On a besoin d'être davantage protégés, les élus au sens large, je dis bien. Donc bien évidemment, la vie publique déborde sur la vie privée. Alors après, on a décidé de se présenter aux élections. Donc c'est normal que les gens nous attrapent au supermarché, au bord d'un terrain de foot ou de rugby ou ce genre de choses-là, c'est tout à fait normal. Mais il faut arriver... Le job de maire est infini. C'est-à-dire qu'en plus, moi, on me le dit souvent, on voit le jour, on voit la nuit, vous êtes à la semaine, le week-end, oui, on est un petit peu là pour ça quand même. Mais il faut faire attention à bien se mettre des barrières vis-à-vis de l'entourage familial, protéger les siens, ça c'est important, et puis se consacrer certains temps. Moi, je vois notamment pour le sport, les gens, nos habitants à Saint-Paul le savent, ils me croisent les dimanches matins, notamment en train de courir dans nos forêts, au bord du lac, etc. Vraiment, il faut se préserver des temps comme ceux-ci pour garder une bonne condition physique, mentale et également familiale. Voilà.